Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Regardons ensemble ce que c'est que cette nouvelle directive eau potable. Directive du 16 décembre 2020, une directive originale puisque c'est la première qui vient d'une initiative citoyenne à l'échelle européenne. Et précisons d'ailleurs que des eurodéputés, Michel Dantin, Pascal Canfin et d'autres, ont été très importants sur l'adoption de ce texte. En revanche, c'est pas tout à fait nouveau que d'avoir une directive sur la qualité de l'eau potable, là c'est la 4e. Sauf qu'il va falloir la mettre en œuvre avec 5 chantiers. L'adaptation des paramètres de qualité, l'approche nouvelle sur les risques, une harmonisation des normes sur la question des matériaux, l'amélioration de l'accès des consommateurs à un certain nombre d'informations et des nouvelles garanties pour les groupes vulnérables et marginalisés. Avec évidemment un espoir à chaque fois brandi et pas toujours mis en œuvre, qui est la réduction de la consommation de l'eau en bouteille au profit du robinet. Ceci dit, cette directive ne va pas être une marche aussi élevée à gravir que les 3 directives précédentes. Néanmoins, détaillons tout ceci. On a donc une directive du 15 décembre 2020 et c'est, à compter de la publication JO, donc JOE du 23 décembre, le début d'une période de 2 ans de transposition. Mais cette transposition va être par étapes parce que la Commission, d'ici à début 2022, va aussi établir un certain nombre de listes de substances, de composés, notamment sur les produits pharmaceutiques, perturbateurs endocriniens, microplastiques, qui vont faire partir eux-mêmes leur propre délai de transposition. Et la Commission va faire aussi des listes européennes sur un certain nombre de substances qui peuvent entrer en contact avec l'eau potable, donc évidemment, notamment pour les matériaux canalisation, pas uniquement la canalisation. Sur ces derniers points, donc, report là aussi, des périodes de transposition. En matière de paramètres techniques, je ne suis pas ingénieur, j'écris des ouvrages là-dessus, mais en tandem avec un ingénieur, mais ce que me disent les spécialistes, c'est qu'on aura des évolutions plutôt dans la manière de gérer un certain nombre de produits que des vraies révolutions à assumer et à dépasser. Il y a toute une série de produits que voici pour lesquels il n'y a pas ou peu de problèmes. Plus complexes, me dit-on, seraient les paramètres bisphénol A, paramètres nouveaux, chlorate, chloride, chrome, antimoine, bore, acide allocétique, plomb, quoique situation un peu compliquée, microcystine, nitrate, nitrite, pesticides, uranium, des exigences minimales communes pour un certain nombre de matériaux, on l'a vu tout à l'heure, donc ça c'est les articles 11, annexe 5, article 12, et puis des normes, là aussi, donc à venir sur tous ces éléments-là, et notamment les biphénols. Sur tout ceci, je vous renvoie, si vous êtes adhérent à la FNCCR, aux documents qu'ils ont remis à leurs adhérents, qui sont vraiment, à mon avis, très bien et complets. Les limitations des possibilités de dérogation à ces normes sont renforcées. On avait déjà des possibilités de déroger avec des renouvellements. Ces exceptions sont plus strictement énumérées qu'auparavant, article 15, avec moins de marge de manœuvre qu'auparavant et une dérogation de 3 ans possible, mais a priori en renouvellement unique et exceptionnel. La période transitoire sur les questions de qualité de l'eau va s'achever en 2026 et les articles 7 et 12, je le disais tout à l'heure, mettent par ailleurs en avant une approche fondée sur le risque global. Donc sur l'ensemble du cycle de production et de distribution et donc avec une auto-évaluation par l'exploitant mais qui va être contrôlée ensuite en aval bien sûr et ce tous les 6 ans suivant la date de transposition de la directive avec des dérogations pour les petits services. Donc on va avoir une vraie démarche de gestion globale des risques, comme on le fait dans l'industrie, comme on le fait pour les systèmes d'engagement désormais pour la GEMAPI, une cartographie globale, d'analyse globale des risques, de la zone de captage, sauvegarde, cartographie des risques aussi technique. En matière de lutte contre les fuites, on a un calendrier, mais un calendrier qui va nous entraîner quasiment sur une dizaine d'années, puisqu'on a une échéance en janvier 2026 pour un état des lieux, un état des fuites maximum, des chiffres qui vont être fixés par la Commission plus tard, en janvier 2028, pour que ensuite, dans les 2 ans, il y ait des plans d'action au niveau national avec un certain nombre de conséquences si on dépasse les taux maxima en matière de fuite. Bien. Un des volets, par ailleurs, de cette directive est plus difficile, c'est tout ce qui est accès à l'eau pour les personnes vulnérables et marginalisées et la promotion de l'eau du robinet. Évidemment qu'il y a déjà un grand nombre de choses en place à ce propos et puis chacun sait que pour les particuliers, il est devenu extrêmement difficile de couper ou restreindre le débit de l'eau potable. Mais là, on a un certain nombre de nouvelles obligations
qui sont pour l'instant, en termes d'information, de garantie de l'accès à l'eau potable, etc., relativement flous, mais on glisserait vers de l'accès à l'eau, peut-être dans la rue, peut-être des douches, etc. Tout ceci est précis dans les études et les rapports, ne l'est pas totalement dans la directive elle-même, parce qu'on va probablement affiner tout ceci. On est sur des formulations qui ont l'air d'être précises, mais c'est encourager la fourniture de l'eau, etc., etc. Donc, que va-t-on faire de tout ceci ? Regardons d'abord que ça pose un problème technique, c'est-à-dire que quand il va s'agir, par exemple, de mettre en place des douches ou des points d'accès à l'eau, ça pourra parfois poser un problème technique, c'est qu'on sera parfois sur des compétences qui ne sont pas le cœur des métiers des services des eaux. Peut-être faudra-t-il les faire porter par convention ou autre régime par d'autres services publics. Et puis, est-ce que je reste sur un système où c'est l'eau qui paye l'eau ? Parce que plus on développe le caractère social d'un certain nombre de dépenses, ce qui n'est pas contestable dans son principe, mais plus ça pose un problème, car est-ce que c'est à une solidarité entre usagers qu'il faut fonder ces dépenses ? Première solution, je continue à ne fonder tout ceci que par une solidarité entre usagers dans un même budget M49. Dans ces cas-là, j'ai une partie du prix du mètre cube qui va servir pour les dépenses sociales, ce qui pourrait être considéré comme injuste dans ceux des territoires où je n'ai justement que des usagers désargentés. Deuxième possibilité, je dis que finalement ces dépenses sociales sont payées par le CCAS et le CIS qui va abonder le financement des budgets eau. Et dernière hypothèse, je prends directement sur le budget général, prélèvement M14 ou M57 vers le budget M49. Alors vous allez me dire, si j'ai un territoire qui est pauvre, il est pauvre. Non, je peux avoir un territoire dont les habitants sont pauvres, mais avec des fortes bases fiscales. C'est le cas d'énormément d'endroits, par exemple, je ne sais pas moi, du 93, c'est le cas dans certains territoires outre-mer, etc. Donc, c'est une vraie question qui va se poser devant nous. Et puis, il y a un volet sur l'information du public, sur le service de l'eau. C'est l'article 17, annexe 4. Ça fait parler beaucoup de lui, mais il n'y a pas là aussi de révolution à en attendre. Il y a plus d'informations en ligne, plus d'informations annuelles. Peut-être des informations un peu plus nombreuses et peut-être vers d'autres personnes que les usagers, semble-t-il, notamment sur les destinataires des informations, quelques débats. Très bien. Donc une transposition qui, comme toujours, va être une affaire d'espèces et qui va relever surtout sur des négociations maintenant entre les acteurs du monde de l'eau et l'État. Donc on continue à faire un petit peu des ronds dans l'eau, mais on avance. Sur le terrain, cela dit, ça fait quand même une dizaine d'années de travail devant nous qui ne vont pas être sur des petits sujets, alors que l'on a déjà des intercommunalisations à gérer, parfois des dégroupages de budget eau et assainissement, et assez souvent à gérer le fait qu'en matière d'eau potable, il y a des retards considérables d'investissement. Beaucoup de petits services ont utilisé les excédents de l'eau pour payer l'assainissement collectif, et on se retrouve très souvent avec beaucoup de services d'alimentation en eau potable qui sont en retard d'investissement, et donc on a parfois un mur déjà de dépenses devant nous. Donc la combinaison de tout ceci va être apparemment techniquement une marche facile à gravir, sauf qu'il y a beaucoup d'autres marches pour les services des eaux à franchir dans les années qui viennent. Donc un gros travail et peut-être un gros problème financier devant nous. Espérons qu'à la fin le verre ne débordera pas, mais ça veut dire beaucoup de courage. Merci, à bientôt, au revoir.